Après des rencontres bilatérales avec des représentants étrangers présents à Moscou pour le 80e anniversaire de la Grande Victoire, Vladimir Poutine a donné une conférence de presse. Il a noté que la question de la résolution du conflit en Ukraine avait été abordée lors des réunions et proposé une rencontre entre les parties russes et ukrainiennes le 15 mai à Istanbul pour des négociations directes et ce, sans conditions préalables. À cet égard, nous proposons, malgré tout, aux autorités de Kiev de reprendre les négociations qu'elles ont interrompues à la fin de l'année 2022. Nous proposons de reprendre les négociations directes, je tiens à le souligner, sans aucune condition préalable. Nous suggérons qu'elles commencent sans tarder jeudi prochain, le 15 mai, à Istanbul, où elles ont été tenues dans le passé et où elles ont été interrompues. Zelensky, comme à son habitude, pose des conditions. Il exige un cessez-le-feu complet dès le 12 mai, indiquant que l'Ukraine serait alors prête à rencontrer la Russie pour des négociations. Mais comment se permet-il d'imposer des conditions si, même pendant les cessez-le-feu, le régime de Kiev a violé à plusieurs reprises les accords? Au cours des 3 jours de cessez-le-feu en l'honneur du 9 mai, selon les données du ministère russe de la Défense, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu 14 043 fois. C'est un bon signe que les Russes envisagent enfin de mettre fin à la guerre. Le monde entier attendait ça depuis bien longtemps. Et le tout premier pas pour y mettre fin est le cessez-le-feu. Cela ne sert à rien de poursuivre les massacres, pas même un seul jour. Nous espérons que la Russie confirmera un cessez-le-feu total et fiable à partir de demain, 12 mai. L'Ukraine est prête également à la rencontre. Andriy Yermak, chef du bureau du président ukrainien, répète également, après Volodymyr Zelensky, que l'Ukraine n'entrera en négociation directe que si la Russie respecte le cessez-le-feu à partir du 12 mai. D'abord, un cessez-le-feu de 30 jours, puis tout le reste. La Russie ne devrait pas dissimuler sa volonté de poursuivre la guerre derrière des discours. Emmanuel Macron a déclaré qu'il ne pouvait y avoir de négociations tant que les armes parleraient. Fin de citation. Mais qui parlerait à Macron si les négociations sont directes? Les principaux alliés de l'Ukraine au sein de l'UE prendraient-ils donc des décisions sur le conflit sur un pied d'égalité, dictant leurs conditions à Kiev? Le chancelier allemand Friedrich Merz a également déclaré que les négociations ne seraient possibles qu'après un cessez-le-feu. On ne négocie pas quand les armes parlent. On ne discute pas si, dans le même temps, les populations sont bombardées. Il faut un cessez-le-feu maintenant pour que des discussions s'engagent, pour la paix. Si la partie russe se montre prête à négocier, c'est avant tout un bon signe, mais c'est loin d'être suffisant. Nous espérons que Moscou acceptera un cessez-le-feu qui permettrait de mener de véritables négociations. Les armes doivent d'abord se taire, ensuite les discussions pourront commencer. En Europe, il y a ceux qui ne sont pas opposés aux négociations entre Kiev et Moscou. Cependant, le Premier ministre slovaque Robert Fico a souligné que de nombreux pays occidentaux souhaitaient que le conflit en Ukraine continue et n'acceptaient donc pas les négociations directes entre la Russie et l'Ukraine, tentant même de trouver des obstacles à celle-ci. Je suis choqué, alors qu'il y a une proposition selon laquelle le 15 mai, les Russes et les Ukrainiens pourraient se rencontrer à Istanbul pour la première fois où des résultats concrets pourraient être obtenus, d'entendre des déclarations de la part de l'Allemagne et de la France qui disent qu'elles ne sont pas d'accord. Qu'ont-elles à voir avec cette proposition? Ne s'agit-il pas de l'Ukraine? L'Ukraine peut-elle parler pour elle-même? L'Ukraine est-elle intéressée ou non si les choses continuent ainsi? Je pense que le conflit durera encore plusieurs années. Si on ne commence pas à respecter les choses les plus simples, cela durera encore plusieurs années. Qu'on ne me fasse pas la morale si je m'y oppose, et si je dis que beaucoup de pays occidentaux souhaitent la poursuite de la guerre. Toutefois, Donald Trump a répondu avec enthousiasme à la proposition de Vladimir Poutine, contrairement à la fameuse coalition des volontaires. Trump estime que les négociations aboutiront à un monde complètement nouveau et que des centaines de milliers de vies seront sauvées. L'Ukraine devrait l'accepter immédiatement. Au moins, il sera possible de déterminer si un accord est possible ou non. Et s'il ne l'est pas, les dirigeants européens et les États-Unis sauront ce qu'il en est et pourront agir en conséquence. Il ne faut cependant pas croire que les États-Unis sont exclusivement favorables à une solution pacifique. Peu de temps auparavant, Washington avait de nouveau approuvé des livraisons d'armes à Kiev, bien que le président Trump ait promis de mettre fin à l'aide militaire américaine à l'Ukraine.
Le 9 mai, un responsable du Congrès a déclaré que les États-Unis avaient approuvé les fournitures par l'Allemagne de 125 roquettes d'artillerie de longue portée et de 100 missiles de défense aérienne Patriot à l'Ukraine. Ces armes, absolument nécessaires, sont fabriquées aux États-Unis et ne peuvent être exportées, même si elles appartiennent à un autre pays, sans l'autorisation du gouvernement américain. Seules des négociations directes peuvent contribuer à mettre fin au conflit. Un cessez-le-feu de 30 jours ne ferait qu'entraîner un réarmement de l'Ukraine par ses alliés occidentaux. Dmitri Peskov a souligné que l'objectif des négociations avec l'Ukraine était d'éliminer les causes profondes du conflit et de garantir les intérêts de la Russie. De son côté, le président turc Erdogan a confirmé sa volonté de contribuer pleinement aux négociations et à leur organisation.